Alors, on commence donc cette séance d'actu et attaque, la dernière de l'année, sur les monnaies alternatives. Donc c'est un thème qui va recouper les grands sujets dont s'occupe Attaque, d'une part la démocratie, d'autre part l'économie. Et donc pour en parler ce soir, on a invité Fabien Dortu, qui va venir nous parler du ROPIS, une monnaie alternative qu'il a mis en place à Mons. Donc si je lis un petit peu les grands objectifs que tu te proposais en initiant ce projet, j'en ai relevé 4 principaux, tu nous en auras peut-être plus, mais d'abord évidemment relocaliser l'économie, soutenir le tissu associatif, penser l'après-croissance et proposer une alternative aux logiques de rente des monnaies dominantes. Alors on va voir ça un petit peu avec toi pour nous aider un support donc pour la compréhension de comment fonctionne techniquement le ROPI, c'est ce petit dépliant que vous avez. Fabien va nous faire une présentation 40 minutes. Donc s'il y a des questions vraiment techniques, vous pouvez l'interrompre, voilà, vous pouvez demander une explication. Et les questions plus de fond, on se les garde pour après. On va garder 1 heure, un peu plus, ça dépendra du nombre de questions qu'on aura à poser à Fabien. Voilà, je te laisse la parole. D'abord, je vais commencer par me présenter. Donc, je ne suis pas un économiste ou un spécialiste à la base des monnaies. Moi, je suis ingénieur civil et je travaille comme chercheur dans le domaine de la biophotonique, donc quelque chose qui est assez éloigné de l'économie. Et puis bon, quand je suis arrivé à Mons il y a 6 ans, j'ai très vite lié avec le tissu associatif local. Et à l'époque, on a commencé à former une association qui s'appelait Ça passe par Mons, qui dépendait de Ça passe par ma commune. Donc c'est comme ça que ça a démarré. On a créé un groupe local qui s'est dit, bon, on va créer différentes activités. Et une des premières activités, ça a été de recréer un groupe local du réseau Financité, qui s'appelait le réseau Financement Alternatif. Et dans ce groupe, on avait initialement comme objectif plutôt d'interagir avec les pouvoirs publics pour les encourager à investir leur argent dans l'économie responsable et puis à faire de l'éducation, notamment par le jeu, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait envie plutôt d'expérimentation et c'est là qu'on a commencé à penser monnaie locale. Et honnêtement, de mémoire, on ne sait plus trop dire d'où ça nous vient, comment on a su que ça existait. Enfin bref, on s'est un peu renseigné, on a vu que ça existait ailleurs. Et on s'est dit, bah, tiens, on va lancer la même chose. Alors de ces gens, des gens issus de différents milieux, du commerce équitable, du mouvement des objecteurs de croissance notamment. Et donc tout ça a nourri la création de la monnaie complémentaire. Alors évidemment, au départ, on a fait pas mal de recherches pour voir un peu quel modèle de monnaie complémentaire on allait créer, on allait suivre. Donc, il y a eu toute une phase où, effectivement, de beaucoup de lectures, des déplacements en Angleterre, notamment à Findern Foundation, qui donnait des cours, il y a notamment un workshop d'une semaine sur des domaines des monnaies complémentaires, avec des experts en la matière, style Bernard Liétard, Michael Kennedy, pour ceux qui connaissent. Et alors John Rogers, qui est un conteur à la base, un prof d'anglais, qui s'est consacré ces 10 dernières années à promouvoir les monnaies complémentaires et qui avait créé ce workshop. Et donc c'est un peu sous cette base de contacts qu'est né le projet avec au départ 2-3 militants qui étaient déjà bien installés à Mons et moi qui était un peu neuf à Mons. Et donc on s'est rendu compte que les monnaies complémentaires, il en existait déjà en Belgique. Il y avait par exemple le RES à Leuven qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, et qui est une monnaie qui est vraiment quelque chose d'assez colossal, qui a plus un objectif commercial, on y viendra, puisque c'est une monnaie soi-disant locale, mais qui est d'ailleurs disponible à Paris et en Espagne, on a parfois du mal à comprendre les objectifs de certaines monnaies. Et voilà. Et alors, la première question qu'on se pose, pourquoi des monnaies complémentaires, à quoi ça sert? Est-ce que ça va vraiment nous aider à répondre à des objectifs? Donc les objectifs ici ont été cités, je vais revenir plus tard par rapport
les objectifs vraiment visés par Mons. Et donc, la première chose des monnaies complémentaires, c'est presque un postulat, c'est en fait de renforcer la résilience. On compare ça aux monocultures et à la permaculture. Les monocultures, c'est quelque chose d'extrêmement productif, extrêmement efficace en quelque sorte, mais au moindre hic, ça se casse la figure, donc c'est très vulnérable, ce n'est pas du tout résilient au choc. Et donc aujourd'hui, on vit dans finalement une monoculture de monnaie. Et l'idée des monnaies complémentaires, c'est presque un postulat qui est en lien avec la permaculture, c'est qu'un ensemble de monnaies qui se complètent va permettre de renforcer la résilience du système, qu'en cas de crise, le système puisse continuer. Ce qui est paradoxal, parce que je ne suis pas du genre à vouloir que le système actuel perdure, c'est plutôt l'inverse. Mais voilà, donc les monnaies complémentaires peuvent agir comme des remèdes à des crises des monnaies actuelles. Donc aujourd'hui, l'euro est une monnaie unique qui a remplacé les autres monnaies uniques qui sont les monnaies nationales. On pourrait se poser la question, mais pourquoi quand on a créé l'euro, on n'a pas créé une monnaie commune plutôt qu'une monnaie unique? Et on peut aller beaucoup plus loin que ça, monnaie commune, mais à différents niveaux. Donc il y a monnaie européenne, monnaie nationale, monnaie régionale, monnaie locale. Et puis, au-dessus de ça, on pourrait avoir même des monnaies mondiales. Des monnaies qui se complètent sur des niveaux géographiques, mais pas forcément géographiques d'ailleurs. Ça pourrait être... ça peut être basé sur des activités, qu'elles soient commerciales ou non commerciales, sur des communautés qui ne soient pas géographiquement localisées, qui peuvent se trouver un peu partout dans le monde, comme les monnaies informatiques qu'on connaît, style Bitcoin ou Ripple ou des choses comme ça. Puis la monnaie, c'est aussi une réserve, c'est une unité de compte. Donc la monnaie, en fait, c'est plein de choses. C'est pas uniquement cette espèce de choses uniques qu'on connaît actuellement. Il y a notamment des monnaies qui peuvent être affectées à certaines applications. On parle par exemple de monnaies affectées à l'enseignement. Au Brésil, ils ont inventé une monnaie qui s'appelle le saber, donc qui vient de savoir. Et c'est une monnaie où les étudiants en secondaire, enfin l'équivalent du secondaire là-bas, pouvaient donner des cours à des plus jeunes. En donnant cours, ils recevaient des espèces de crédits, et avec ces crédits, ils pouvaient acheter des points, acheter leur minerval universitaire en quelque sorte. Donc là, on avait une monnaie affectée à quelque chose de très, très particulier. Au Japon, ils ont eu à un moment donné une monnaie affectée à la santé, qui s'appelle le Furaikiku, désolé pour la prononciation, et qui est une monnaie en fait qui permettait à des jeunes pensionnés d'aider des plus âgés qu'eux. Et donc par exemple, si quelqu'un avait une vieille maman qui habite à 200 km, en aidant par exemple près de chez lui un handicapé ou quelqu'un qui était temporairement en invalidité ou en invalidité permanente, pouvait récolter des crédits et les transférer à la vieille maman à l'autre bout du Japon par exemple. Bon, finalement, ce système n'existe plus au Japon, je crois, justement parce qu'ils ont amélioré le système de sécurité sociale qui a fait que finalement cette monnaie a disparu. Donc là, ce sont différents types de monnaies qui existent. Donc renforcer la résilience, c'était le premier point ici. Un deuxième point de pourquoi les monnaies complémentaires, ça pourrait être d'inverser ou plutôt de limiter la fuite des capitaux. Quelque part, c'est un frein à l'évasion. Et en fait, par différents mécanismes. Donc, tout d'abord, les monnaies généralement implémentent un système finalement de protectionnisme. Une fois qu'une monnaie est localisée dans une région, on empêche qu'elle soit reconvertie dans l'autre sens, donc par exemple en euros, pour conserver cette monnaie. C'est une espèce de protectionnisme qui est parfois un mot un peu péjoratif, mais qui peut être vu de façon tout à fait positive. Donc un protectionnisme social, environnemental. Donc ça, c'est souvent c'est ce qu'on retrouve dans toutes les monnaies locales, en fin de compte. Et puis ces monnaies se posent aussi énormément de questions sur la question de la redistribution. Et donc ça, c'est notamment lié à l'intérêt, puisqu'on sait que l'argent tel qu'il est actuellement a tendance à se condenser dans les poches des plus riches. Donc
de par l'effet notamment des intérêts. Donc ce sont généralement toujours les mêmes qui payent, qui sont débiteurs, et les autres créanciers, ce qui a pour effet de condenser la monnaie dans les poches de certains. Et donc les monnaies complémentaires essayent de réfléchir à cette problématique-là, justement en supprimant, ou pas, ça dépend des monnaies, l'intérêt, voire même en créant un intérêt négatif sur des monnaies. C'est notamment ce qu'on appelle le démurrage, mais j'y reviendrai. Et puis, un autre problème de l'intérêt, c'est que cet intérêt va se retrouver. En fait, l'intérêt n'est pas forcément un souci s'il est redistribué dans une collectivité. Il est un souci quand il se condense toujours au même endroit, qu'il va au même endroit. Et il y a un problème supplémentaire quand, en plus de se condenser dans un endroit, il n'est plus réinjecté dans l'économie réelle. Et donc à ce moment-là, une économie locale va se voir privée d'un certain montant monétaire qui va sortir en permanence par ce système des intérêts. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'argent devient rare dans la région, et rare au point qu'on ne sait plus rembourser les crédits précédents. Et donc cet effet, enfin ça c'est pas forcément défendu par tout le monde, mais cet effet donc, de captation des intérêts et de sortie de l'économie a aussi pour effet d'alimenter indirectement la croissance, parce qu'en fait il faut rembourser les crédits précédents. Alors ce qui est vrai effectivement que si cet intérêt n'est pas redistribué dans la collectivité, s'il était redistribué, on n'aurait pas ce souci-là. Donc il y avait renforcer la résilience, donc, limiter, inverser la fuite des capitaux, et alors bien sûr, le type de monnaie dont on parle sont des monnaies sociales, à caractère social et environnemental, c'est-à-dire qu'elles mettent dans leurs objectifs de favoriser un certain type d'économie. Donc favoriser par exemple les circuits courts, donc, les producteurs locaux, et toute autre production qu'on veut cibler. Et là, bon, la monnaie a forcément ses limites, en ce sens que si elle circule librement, on ne peut pas cibler les producteurs ou les magasins qui l'utilisent. Alors ça dépend. Si c'est une monnaie électronique, on peut imaginer qu'on peut mettre une sélection sur les utilisateurs. Mais si c'est une monnaie papier qui circule librement, on n'a pas vraiment ce contrôle. Et donc ça n'empêche pas, donc forcément, je vais en venir en fait au fait que la monnaie ne résout pas tous les problèmes. Je veux dire, il faut quand même se poser la question de la production en général, qui est un autre problème en parallèle. Donc, la monnaie n'est certainement pas une solution à tout. C'est aussi un complément de solution à d'autres choses, à d'autres politiques, à mon avis, qui doivent être prises plus larges. Donc ça, c'est un peu les objectifs poursuivis par ces monnaies, en général. Et on retrouve trois éléments clés, en fait trois types de monnaies, ou plutôt deux types de monnaies, plus quelque chose d'autre. Un premier type de monnaie, c'est ce qu'on appelle le crédit mutuel, qui est plus connu sous le nom de SEG, donc les systèmes d'échange locaux. Mais le crédit mutuel est quelque chose de plus vaste, en ce sens que ce n'est pas uniquement des systèmes d'échange locaux. Ça peut être d'autres monnaies, style le VIR en Suisse. Donc les systèmes d'échange locaux, j'imagine que tout le monde connaît, mais juste donc en quelques mots, ce sont des petits groupes de citoyens, une centaine de citoyens qui s'échangent des services les uns entre les autres. Et on appelle ça crédit mutuel parce que lors de la transaction, la monnaie est créée. Elle n'existe pas avant, elle est créée en quelque sorte lors de la transaction. Un compte est crédité, un autre compte est débité. La somme de tous les comptes vaut toujours 0. Donc quelque part, la somme monétaire est nulle dans ce type de monnaie qu'on appelle crédit mutuel. Et donc c'est souvent connu sous le nom de SEG, les petites monnaies locales. Et puis, il existe des crédits mutuels qui sont beaucoup plus larges que ça, comme le VIR en Suisse, qui est une monnaie qui existe depuis les années 30. Donc c'est pas du tout neuf, ces histoires de monnaie complémentaire. Je parle en euros parce que si on va dans le reste du monde, c'est carrément, ça existe depuis. Non, le crédit mutuel, c'est pas le nom d'une institution bancaire. Oui, aussi. C'est ça qui va en ligne, quoi. Voilà. Mais ça n'a rien à voir ici. Je veux dire, ici, voilà, ça n'a rien à voir avec cette institution bancaire. Du tout. Et donc voilà, le VIR à l'époque, ça s'est créé après la crise de ces années-là. Et il y a eu quelques exemples de monnaies complémentaires qui sont créées à l'époque, notamment en Autriche.
où une municipalité autrichienne avait décidé de créer une monnaie complémentaire parce que le franc autrichien ne valait plus rien, il n'y avait plus de monnaie localement. Et donc ils ont créé cette monnaie et ça a très bien fonctionné, ils ont pu développer la municipalité et puis bon, ben, ça a été détruit parce que d'autres communes ont voulu faire la même chose, donc l'État a décidé d'arrêter de ça. L'État voulait garder le contrôle monétaire, donc là la monnaie s'arrêtait pas parce qu'elle ne fonctionnait pas, mais parce que le politique a choisi de l'arrêter. Parce qu'elle fonctionnait trop bien. Ça fonctionnait trop bien. En Suisse, par contre, le VIR n'a pas été arrêté, donc ça fonctionne toujours aujourd'hui. Et le VIR est devenu quelque chose d'assez gros. Il y a énormément. C'est une monnaie d'entreprise. Ce sont des entreprises qui s'échangent cette monnaie, donc qui fonctionnent sous forme de crédit mutuel. À côté de ça, ils ont rajouté du crédit aux entreprises à 0%. Et il semblerait, d'après une étude américaine, que malgré que les transactions ne sont pas si importantes que ça par rapport au franc suisse en général, eh bien, l'existence de ce livre aurait un effet contre-cyclique. Donc, pendant les crises, son existence et le peu de transactions qui sont sans doute inférieures au pourcent, j'ai plus les chiffres en tête, mais serait suffisant pour avoir un effet contre-cyclique pendant les crises. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et apparemment, bon, c'est une étude qui n'est pas suisse, qui vient de l'extérieur, peut-être vous devez plus de crédit. Alors, à côté de ce crédit mutuel, il existe un autre type de monnaie qui sont les monnaies à billets circulants, comme le rupee ou comme, je pense, les coïris d'ailleurs. Billets circulants ou bons d'échange, hein, souvent on utilise le terme bon d'échange parce que, bon, légalement, il vaut mieux éviter d'utiliser le mot argent, en tout cas, même si c'est souvent utilisé dans la communication, mais on peut se dire en termes de sécurité, par rapport à l'État, par rapport aux lois en vigueur, il est peut-être déconseillé d'utiliser le terme de billet argent quand on parle de ce genre de choses. Donc, bon d'échange est souvent utilisé par des groupes pour se mettre en sécurité. Et alors ces monnaies, on les appelle des monnaies fiat, donc fiat qui vient du latin ainsi soit-il. Là, ce sont des monnaies qui sont créées un peu comme ça, ex nihilo, par décision. Alors pas complètement ex nihilo, parce que la plupart des monnaies fiat sont en fait créées à partir d'une autre monnaie. Donc, par exemple, comme le rupee, la monnaie est créée à partir de l'euro. Donc on achète le rupee contre des euros, donc elle est couverte par des euros. Donc il existe toujours un fonds de garantie qui fait qu'on pourra à chaque instant rééchanger, par exemple le rupee ou le Gilblower en Allemagne, plein d'autres monnaies du même genre. On pourra toujours les échanger contre les euros. Alors c'est très pratique en ce sens que les gens ont plus facilement confiance. Hein, puisque y a un fonds garanti en euros, on sait bien que si le système ne fonctionne pas, on va récupérer 5 minutes. Mais c'est pas idéal, parce que quand la monnaie est rare, s'il faut l'acheter avec des euros, elle est toujours aussi rare. Donc ça c'est un souci, c'est qu'il faut quand même démarrer quelque part. Et donc il y a d'autres monnaies, qui sont plus avant-gardistes sans doute, qui osent se créer avec rien, pas quand même, contre la promesse d'un bien et d'un service qui pourrait être échangé. Donc on crée la monnaie en suffisance, comme on dit, donc ni trop ni trop peu. Hein, pour que la monnaie ne perde pas de sa valeur, il ne faut pas en émettre trop. Et en même temps, s'il y en a trop peu, l'économie ne tourne pas. Donc il faut émettre la monnaie en suffisance pour qu'elle fonctionne. Et quand elle n'est pas supportée, couverte par l'équivalent en euros, il faut qu'elle soit couverte par un équivalent bien et service. Et donc c'est toute la problématique d'estimer quelle est cette quantité de biens et services qui existent dans l'économie pour éviter les effets inflationnistes, par exemple. Donc ça, ce sont les monnaies, les billets circulants de type fiat, couverts donc, par des biens et des services ou par des euros. Et donc on retrouve quasiment systématiquement soit du crédit mutuel, soit du billet circulant. Et alors à ça s'adjoint en général du crédit. Et là on parle de crédit normal, on parle pas de crédit mutuel, mais donc du prêt, comme du prêt bancaire, puisque ces monnaies soit ont un fonds de garantie quand elles sont couvertes par un euro, il existe un fonds en euros qui permet finalement de financer des entreprises en euros. Parce que c'est ça qui est magique avec ce type de monnaie, c'est comme si on dédoublait la monnaie. Quand on l'achète, on a un euro, un fonds de garantie, et qui peut être investi par exemple dans une banque éthique, qui prend en charge donc, le fait de prêter l'argent.
ou bien on crée soi-même un dispositif qui prête l'argent, mais bon, c'est énormément de ressources, donc ça c'est difficile à faire. Et puis de l'autre côté, on a la monnaie locale qui peut circuler. C'est un peu comme si on créait 2 fois la monnaie, quoi. Donc ça c'est assez intéressant. Et donc ce microcrédit est généralement associé aux billets circulants ou au crédit mutuel. Et on a rarement des monnaies, en fait on n'en a pas, des monnaies qui associent les trois en même temps. Donc, il existe par contre des monnaies qui associent le crédit mutuel et le billet circulant. C'est beaucoup plus rare, mais il y a un exemple en Autriche qui s'appelle Talente, qui associe les deux. Donc on a une monnaie de temps, style sel, mais qui à un moment donné peut être convertie en monnaie billet. Et enfin, à ma connaissance, c'est un peu le seul système qui combine les deux. La plupart des systèmes combinent les billets circulants avec du crédit. Donc, mais rien n'empêche de commencer par un système et puis d'ajouter les autres composants. Et puis les modèles, ils sont évolutifs, il n'y a vraiment aucun souci. Alors j'ai oublié de dire, sur les monnaies à billets circulants, finalement c'est quoi l'avantage? On va acheter une monnaie contre des euros. Cette monnaie ne sera utilisable que dans une économie particulière. Donc je vais chercher quelque chose chez un commerçant. Le commerçant se retrouve avec ce billet local. Qu'est-ce qu'il fait? Alors soit il le reconvertit en euros, mais alors on n'a rien gagné, ça ne sert à rien, quoi. Autant directement acheter en euros. Soit, et alors c'est ce qu'on espère qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher un producteur local pour acheter ses marchandises à un producteur local. Donc, par exemple, il se fournissait avant à un producteur pas local, et il a décidé maintenant j'ai un ropi, et je vais m'en débarrasser comme s'il s'agissait du valet puant. Donc on cherche un producteur local pour se débarrasser de son billet. Et c'est là que la monnaie locale a un intérêt. C'est quand elle commence à circuler, elle va chez le producteur alors lui-même va essayer de s'en débarrasser, il va l'utiliser pour acheter ses semences ou des marchandises dont il a besoin à titre personnel, etc. Et ce n'est que l'excédent éventuel qui va rééchanger en euros, mais ce n'est pas souhaité, je veux dire. Mais c'est une opération qui est possible. Et comme on veut décourager cette opération-là, de rééchanger contre des euros, eh bien on met un désincitant, donc un frein à l'évasion, qu'on appelle bien souvent le rédimage, ou simplement une espèce de dîme à l'échange, qui peut être par exemple 5% ou 10% de la valeur du billet. Et plus ce sera élevé, plus il y aura un frein à l'évasion. Et plus ce sera élevé, moins les gens auront tendance à entrer dans le système parce qu'ils se disent ok, maintenant si je n'arrive pas à dépenser mon argent, je perds 10% à l'échange. Donc c'est tout ça qu'il faut peser quand on fait une monnaie, c'est qu'au début, le frein à l'évasion il va sans doute être faible pour attirer les gens, et au fur et à mesure qu'il y a des prestataires de services, que le billet circule, on va pouvoir éventuellement augmenter cette taxe ou ce frein à l'évasion. Évidemment, jamais trop l'augmenter parce qu'à un moment donné, on fait peur aux gens. Et puis, une deuxième chose qui est souvent implémentée dans ces billets circulants, c'est l'incitation à circuler, qu'on appelle le démurrage ou la fonte de la monnaie. Donc la fonte de la monnaie, c'est en fait la monnaie va perdre de sa valeur au cours du temps. On dit, mais comment on fait sur un billet, quoi? Parce que votre billet, il reste entier. Ici, il est couplé à l'euro, dans le cas du ropi, un ropi vaut 1 euro, donc il ne sait pas perdre de valeur. Donc en fait, la façon dont c'est implémenté, donc certains l'ont fait en Allemagne et aux États-Unis dans les années 30, c'est qu'on va en fait devoir coller des timbres sur le billet tous les X mois, tous les 3 mois par exemple. En fait, il y a des petites cases sur le billet, il va y avoir par exemple 7 cases, et tous les 3 mois, vous devez coller un timbre qui vaut 2% typiquement de la valeur faciale, donc 2 centimes pour un billet de 1, un ropi par exemple. Enfin, le ropi n'utilise pas ce système, il aurait pu. Et donc, c'est une taxe à la circulation. Et donc le but de cette taxe, normalement, c'est de faire circuler le billet, parce que personne n'a envie de coller le timbre. Bon, d'abord, il faut l'acheter, en plus, à la limite, c'est plus embêtant de l'acheter que de le payer, et ça ne vaut pas grand-chose, 2%, mais... Donc on n'a pas envie de le faire, et donc on a envie de se débarrasser du billet avant l'échéance. Et donc c'est un petit jeu, si vous voulez. Dans les monnaies complémentaires qui implémentent ce type de démurrage, on constate qu'avant l'échéance, tous les 3 mois, il y a un petit regain de circulation parce que les gens essaient de se débarrasser de leur truc. Mais apparemment, ça n'a pas vraiment d'impact sur la circulation globale de la monnaie. Donc ça, une étude qui a été menée, ne me demandez pas par qui, mais le réseau financement alternatif a été chercher l'info et l'a distribué à tous ces groupes locaux qui font des monnaies complémentaires. Il semblerait qu'en fait ce démurrage n'est pas réellement un incitant à la circulation. Ça a été prévu pour, mais les monnaies locales en général circulent naturellement d'elles-mêmes.
bon, sans doute par rapport aux objectifs qu'elle véhicule, mais ce démurage, donc ce système de timbre ne serait pas vraiment utile. Et quelque part, ça tombe bien, parce que c'est un système qui n'est pas évident à implémenter. Déjà, ça veut dire qu'il y a un nombre de cases déterminé sur le billet, qu'à chaque fois, on colle un timbre, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de place sur le billet. Et s'il n'y a plus de place sur le billet, il faut le jeter, il faut le remplacer par un autre. Mais les billets, ça coûte cher à imprimer aussi. Hein, donc il faut un fond de fonctionnement pour pouvoir réimprimer les billets. Le démurage, c'est pas idéal à cause de ça. Et puis aussi, il faut communiquer dessus. C'est pas facile aujourd'hui de dire aux gens, bah, regardez, vous avez un billet, là, il faut expliquer comment ça marche, c'est hyper compliqué. Il y a plein de gens qui vont pas faire les... Enfin, c'est pas compliqué si on prend le temps de le comprendre, mais je veux dire, si on veut toucher une grande population qui n'a pas forcément envie de s'intéresser au fonctionnement d'un billet, bah, c'est pas évident. Il faut des dépliants qui expliquent ça, il faut du texte, il faut lire le texte, donc c'est embêtant. Et nous, à Mons, au départ, on était assez, d'un point de vue philosophique, intéressés par ça, donc un intérêt négatif sur la monnaie, et puis finalement, on l'a pas fait pour des questions de communication, trop compliqué. Et donc, la personne qui a proposé ce système de démurage, c'est Sylvia Kessel, qui est un économiste belgo-allemand, comme son nom ne l'indique pas forcément. Et lui, son idée de base, c'était en fait qu'il comparait la monnaie à un bien réel, comme du grain, hein, qui perd de la valeur au cours du temps. Voilà, pour lui, le billet, c'était comme un bien réel, ça devait perdre de la valeur de la même façon. Il n'y a pas de raison que ça en gagne, que l'argent en banque fasse de l'argent. Il n'y a pas de raison que ça reste stable, puisque tous les autres biens se dégradent, la monnaie doit se dégrader aussi. Donc c'est la philosophie qu'il y a derrière ça, quoi. C'est super intéressant, je trouve, parce que, je veux dire, voilà, quand il n'y a pas de raison que certains possèdent de l'argent et fassent de l'argent avec de l'argent, voilà. Donc je trouve ça assez intéressant d'un point de vue philosophique ou économique, je ne sais pas comment l'appeler. Et puis, si on passe à une monnaie papier et qu'on passe à une monnaie numérique, là par contre le démurage devient peut-être intéressant, devient faisable, plus facilement faisable, parce que faire perdre de l'argent qui se trouve sur un compte, enfin faire perdre un certain pourcentage à l'argent régulièrement qui se trouve sur un compte en banque, c'est très facile à implémenter. Et il faut à peine l'expliquer, il n'y a aucune démarche à faire pour l'utilisateur, c'est très très simple. Donc peut-être qu'avec les monnaies électroniques, ce système pourrait être envisagé. Alors, le point commun qu'on retrouve à toutes ces monnaies, là, il y avait les trois éléments clés, hein, le crédit mutuel, le billet circulant avec le frein à l'évasion, l'incitation à circuler, et puis le microcrédit, donc les trois éléments clés qu'on va retrouver. Et puis, bon, le point commun qu'on retrouve à ces monnaies, du moins qui ne soient pas commerciales, c'est la gouvernance et la transparence. Il y a une volonté générale de tous ces projets de monnaie de faire en sorte que la monnaie soit un outil citoyen. Il ne soit plus contrôlé par le privé, un outil citoyen qui soit transparent dans son fonctionnement, dans les chiffres, dans la comptabilité. Donc nous, par exemple, on réfléchit à un système qui n'est pas encore implémenté, mais de comptabilité en ligne, où à chaque instant, on peut voir les comptes de la banque rompie en ligne, avec un certain niveau de détail qu'on doit encore déterminer. Donc ça c'est cette gouvernance, cette transparence, on la retrouve. Et comme je dis, la notion d'intérêt qui est souvent remise en cause par ces monnaies sociales. Et donc, à côté de ces monnaies sociales ou non commerciales, il y a des monnaies commerciales du style les miles, hein, qui existent depuis presque toujours. Donc, ce sont des monnaies utilisées par les compagnies aériennes, mais qui permettent d'acheter des crédits téléphoniques, etc. Plus on consomme, en fait, plus on obtient ces points qui permettent de consommer encore un peu plus. Là, on voit que l'objectif il est complètement différent des monnaies complémentaires sociales, mais c'est quand même une monnaie complémentaire en quelque sorte. Même les points des supermarchés. Ouais, c'est ça, les cartes de fidélité, les chèques repas, tout ça c'est des monnaies complémentaires en fait, mais qui ont des objectifs qui n'ont rien à voir et ça existe depuis très longtemps. Donc, ce qui est nouveau, c'est les objectifs qui changent en monnaie, enfin ce qui est nouveau en tout cas en Belgique. Et en France, il y a aussi énormément de monnaies qui se créent, en Allemagne ils ont commencé un peu plus tôt, et en fait un peu partout en Europe. Alors, pour revenir plus particulièrement au ROPI, donc nous on a commencé en 2010, et on avait comme objectif numéro 1 de favoriser les circuits courts, avec toujours en sous-objectif des objectifs en fait plus nobles,
enfin plus noble ou plus politique, notamment de réfléchir à l'après-croissance, fin du pétrole, problème de CO2. Favoriser les circuits courts, ça veut dire aussi créer de l'emploi local, recréer du lien social. Donc, bon, objectif numéro 1, favoriser les circuits courts. Objectif numéro 2, c'est de simplement se réapproprier ce droit à émettre la monnaie. C'est un peu comme si la monnaie c'était un équivalent à la liberté d'expression. Voilà. C'est faire en sorte que la monnaie redevienne vraiment un outil d'appropriation citoyenne et à partir de là, commencer à remettre en cause les monnaies dominantes. Donc l'euro par exemple, qui à mon avis dysfonctionne grandement, puisque la Banque Centrale Européenne n'est plus du tout contrôlée par les citoyens et est une banque privée en fait. Les États ne peuvent plus emprunter à la Banque Centrale Européenne, ça c'est depuis 2022. Donc bref, on a perdu complètement, enfin disons, le citoyen a perdu le contrôle de la monnaie, et je pense que réfléchir à des monnaies locales, même si on n'arrive pas avec les monnaies locales, en tout cas aujourd'hui, aux objectifs qu'on voudrait bien atteindre, eh bien ça permet de se dire, ok, la monnaie finalement c'est quoi? C'était pas si compliqué que ça, et on doit réclamer le contrôle des monnaies dominantes. Donc il y a cet objectif d'éducation derrière, en fait. Et puis, bon, un dernier objectif qu'on avait, c'était plus un objectif de favoriser le tissu associatif local, en ce sens que la monnaie complémentaire allait, avec le temps, générer des ressources, via cette taxe de l'image notamment, et donc permettre de subsidier certaines associations. Ça, évidemment, c'est à très large, à très longue échelle, une fois que le système fonctionne bien, et permet de finalement faire du profit, entre guillemets, le profit qui est redistribué à la collectivité. Donc ça, c'était un peu notre vision de nos objectifs. Et donc, on s'est basé sur un modèle très simple, qui est le modèle allemand d'Eric Goeggelt, donc le Kindauer, qui est une des monnaies finalement les plus connues en Allemagne, qui est une monnaie fiat couverte par l'euro, qui fonctionne en Allemagne depuis maintenant certainement 15 ans, et qui fonctionne dans une région qui est complètement différente de Mons. Ça, c'est une région assez riche d'ailleurs, où sans doute ça fonctionne plus par un effet de régionalisme, de nationalisme local que peut-être pour des objectifs nobles. Mais bon, rien n'empêche de réutiliser le modèle avec d'autres objectifs. Le modèle technique, c'est le modèle d'Eric Goeggelt. Avec du réclimage, donc une taxe à la reconversion, mais sans démurrage, donc sans fonte monétaire, parce que c'était trop compliqué à implémenter, à expliquer. C'est pour des grosses pratiques. Alors bon, comment on a implémenté ça? On est toujours dans l'implémentation, il ne faut pas croire. On s'est dit qu'on allait commencer petit, en faisant d'abord un micro-projet avec une école, parce qu'on avait dans notre groupe une enseignante, une prof de physique, qui est très engagée dans ce genre de choses, et donc qui a voulu porter ce projet à l'école. Et donc on s'est dit, bon, on va un peu diviser nos objectifs pour se tester, et on va repartir sur le modèle du saber, cette monnaie brésilienne où les étudiants peuvent en fait obtenir des points en donnant cours à d'autres étudiants, avec l'objectif éducatif. Quand on explique des choses à quelqu'un, en fait, on l'assimile mieux soi-même. Donc à la fois celui qui reçoit le cours, il reçoit le cours, donc il y a un effet, mais celui qui le donne aussi. Et donc l'idée c'était les élèves, a priori plus âgés, mais pas forcément, donner cours aux élèves les plus jeunes, et recevaient des copies en échange, qu'ils allaient pouvoir alors dépenser auprès de quelques sandwicheries autour de l'école, mais aussi au sein de la cantine scolaire, et au sein de 2 magasins qui allaient se créer, je vais expliquer pourquoi, qui était en fait une procure scolaire, donc pour acheter du matériel scolaire, et un magasin Oxfam, qui ne se sont jamais créés en fait. Donc ça c'était des projets que l'école a fait. Ces 2 projets ne se sont jamais créés, ce qui a créé finalement, ce qui a fait qu'on n'a pas eu d'endroit où on pouvait dépenser le profit. Et on a eu un blocage au niveau de l'économat. Blocage qui était en fait lié à des problèmes de personnes, et pas vraiment de philosophie, donc conflit entre le professeur qui était en charge du projet au sein de l'école et l'économat et la direction en général. Donc bref,
on nage en plein conflit personnel, mais qui fait capoter un projet. Donc ce projet, micro-projet au sein de l'école, qui était censé finalement faire démarrer tout doucement, etc., a complètement capoté. On a perdu 2 ans là-dessus. Mais on a eu pas mal de gens, d'autres écoles, qui se sont intéressés à ça. Nous, ça nous intéresse vraiment au sein de l'école, mais on veut d'abord que le Ropi circule en ville, avant de dire on va l'utiliser à l'école. Donc on s'est dit, ok, on oublie le projet annexe, on revient vers le projet de base, qui est une monnaie pour du commerce. Et donc là, on a commencé avec le groupe de Mons Commerce Équitable. C'est un groupe qui promeut le commerce équitable. Alors, il n'y a pas énormément de magasins à Mons qui offrent ce type de produits. Bon, je pense qu'il y en a peut-être une vingtaine de cet ordre-là, et encore, enfin, je veux dire, parfois c'est 2 ou 3 produits, hein, c'est pas plus. Produits équitables ou locaux, hein. Donc il y a une charte spécifique. Et donc, notamment tous les ans, lors de la quinzaine du commerce équitable, eh bien, il y a une promotion particulière. Donc ces commerces sont mis en avant via une publicité, via des films, des représentations théâtrales, etc. Et on s'est dit qu'on allait profiter de cette aubaine-là pour introduire le Ropi progressivement. Donc demander aux commerçants qu'au moins pendant cette période-là, ils acceptent le Ropi. Et certains ont accepté de jouer le jeu. On a aujourd'hui 2 banques Ropi, qui sont un café sur la grande place de Mons et un traiteur italien, pas forcément local du coup, mais un traiteur italien qui vend des bons produits, donc chez qui on peut se procurer des Ropi contre des euros. Et alors, quelques Oreca, mais vraiment très peu. On a eu une ASBL de coaching scolaire, mais l'ASBL n'existe plus. On a eu une ASBL de transport sur le canal, de péniche sur le canal, qui faisait des projets avec des personnes handicapées, l'ASBL n'existe plus. Enfin voilà, toutes ces choses évoluent. Malheureusement, généralement, les commerces engagés sont les moins résilients. On a eu notre toute première banque, j'ai oublié de le dire, c'était un traiteur produits locaux qui a fait faillite après 2 ans. Hein, enfin oui, même pas en fait, je pense après 1 an. Et donc, cette personne-là avait une caisse Ropi, c'était une banque Ropi. On a mis 6 mois à récupérer la caisse dans la faillite. Enfin bref, ça a découragé énormément de personnes, parce que ça fait peur. On se dit, tiens, oui, mais alors quel pouvoir on a? Là, je vous annonce que des mauvaises nouvelles, hein, c'est la réalité de l'implémentation des choses, c'est comme ça que les choses se passent, c'est pas du tout évident. Et donc voilà. Et donc après ça, on s'est dit, bon, il faut commencer à un peu professionnaliser la structure, se fonder autour au minimum d'une ASBL, qui n'est toujours pas créée, qui est en cours de création, parce qu'on réfléchit énormément aux problèmes juridiques, grâce notamment au réseau financement alternatif qui nous aide beaucoup sur le sujet, qui a d'ailleurs émis un petit fascicule qui est vachement bien fait, qui couvre un certain nombre de choses. Donc on commence à y voir plus clair aussi au niveau légal, exactement, il est là, c'est très intéressant en tout cas. Et je pense aussi que ça peut redonner confiance à pas mal de gens. Donc on a eu du mal au début à avoir suffisamment de personnes au sein du conseil d'administration. Hein. On était 3. 3 personnes pour un conseil d'administration, c'est la limite légale, mais pour un projet qui se veut citoyen, on trouve que c'est pas assez. Donc là, finalement, on est monté à 6. Ouais, 6 aujourd'hui. Et je pense que tout ce travail en amont qui est fait par les associations, par le réseau de financement alternatif notamment, et les autres monnaies complémentaires un peu partout, que ce soit les Coeris, les Pilorins avec The Virton, tout ça fait que on commence à avoir les gens commencent à avoir un peu moins peur et donc veulent bien s'engager dans la structure. Pour qu'on se fasse une idée de l'échelle de temps, c'était quand le tout début? En 2010. C'était en 2010, ouais. Donc on va dire 2 ans pour le projet école. En parallèle, le projet Mons Équitable, qui a démarré aussi peut-être en 2012. Et puis aujourd'hui, on est en 2014. Donc là, on a renforcé l'équipe. On a surtout des informaticiens. Donc ça, c'est bien au niveau IT. Maintenant, on a un site web qui est prêt, mais le contenu n'est pas mis. Parce qu'on n'a pas encore l'équipe comme. Donc, la communication, on a été très déçus du document que vous avez en main, en fait. C'est un draft. On a reçu des subsides entre-temps.
J'ai demandé une bourse à la Fondation Roi Baudouin, une bourse de 7 500 € pour développer l'Europi, bourse que j'ai obtenue, que j'aurais dû dépenser grosso modo en 1 an, mais faute de ressources, la bourse n'est toujours pas dépensée, donc il reste, je pense, 2/3. Sur cette bourse, on a notamment financé de la communication, donc un redesign du billet. Donc le billet existant, qui n'est pas là en fait, nous coûte très cher. Il coûte 25 cents à la production. Et donc on a voulu passer vers un billet différent, plus petit, avec un autre imprimeur. Enfin, on a pas mal réfléchi à la technicité de l'impression du billet pour en réduire les coûts. Et donc on a payé un graphiste pour faire le boulot, y compris pour le dépliant, mais on a été vraiment extrêmement déçus du résultat. Donc ça a pris presque 6 mois, et au final on s'est dit, ça ne nous intéresse pas, on ne va pas prendre ce résultat. Et donc on refait le travail avec un nouveau graphiste en établissant un cahier des charges plus précis pour être sûr que cette fois ça fonctionne. Alors, on voit les types de problèmes qu'on peut avoir. Et ce genre de problème, en fait, on l'a aussi parce qu'on est tous des bénévoles. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du suivi. Déjà en journée, c'est pas facile, on travaille. Donc, on ne peut pas téléphoner à quelqu'un qui travaille en journée. Donc il faut presque prendre congé pour rencontrer le graphiste, etc. À partir du moment où il n'y a pas de suivi, il n'y a pas forcément ce qu'on veut. Donc on a tous ces problèmes de fond qui sont liés, je pense, en grande partie au bénévolat. Et puis là, pas de aussi, c'est clair, parfois, ça joue. Alors là, donc, là, je ne sais pas combien quel billet là, je crois que... Ça va, disons que ça fait une grosse demi-heure que tu as commencé. Voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, on en est où? Donc, on en est à refaire... Donc, le billet circule. Le billet circule, mais il circule mal. C'est-à-dire que, étant donné qu'on n'a pas une communication, et on n'a même pas du tout de communication, finalement, la communication, c'est les autres qui la font pour nous. Je ne sais pas pourquoi, mais on a eu un succès fou auprès des médias qui sont intéressés à notre projet. Je reçois en permanence des gens, j'ai encore reçu des étudiants lycéens qui font un travail de fin d'études. Il y a en permanence des gens qui s'intéressent au projet, qui se demandent où ça en est, qui voudraient bien que ça avance plus vite. Donc ça nous motive, en quelque sorte. Et donc les médias se sont intéressés, surtout au début, pour une raison invraisemblable. Il y a France 2 qui s'est intéressé, on a eu l'interview de France 2. Une TV ukrainienne est venue filmer à Mons. Et puis seulement ensuite, la télé locale de Mons s'est intéressée, mais télé c'est pas pourquoi, ces choses se passent comme ça. Mais en même temps, ça nous a aidé, je pense, à survivre. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, peut-être qu'on serait déjà mort. Voilà. Parce que finalement, il y a une demande. Et donc, notre souci actuellement, c'est clairement des ressources humaines. C'est le bénévolat. On a actuellement une équipe en termes d'informatique qui est bien renforcée, on renforce l'équipe com. La ville commence à entrer dans le jeu, c'est-à-dire qu'on a le responsable financier de Mons 2015. Alors ceux qui connaissent Mons vont se dire « Ouh là là, dans quoi vous vous embarquez avec des grosses machines de guerre ». Et voilà, on a le responsable financier Mons 2015 qui fait partie du CA et qui nous prête notamment des locaux, ce qui est bien pratique parce que c'est pas évident à Mons, et qui pourrait créer un débouché, notamment sur toutes les activités culturelles du Ropi. Ça, c'est intéressant. L'administration communale est aussi clairement supporter, puisqu'il y a quelque temps, le RES, la monnaie de Leuven, est venu voir l'administration communale de Mons pour leur proposer un partenariat pour implanter le RES à Mons. Là-dessus, la ville m'a téléphoné en me disant il y a RES qui veut s'implanter à Mons, on ne voudrait pas que vous ne soyez pas au courant, on vous invite à la réunion. Donc on était à la réunion là, à 3 avec l'administration communale et le RES et le Ropi. Je pense que le RES n'a pas bien défendu son truc, parce que gouvernance fermée, ce qui est inacceptable pour la ville ne pourrait pas imaginer de ne pas avoir son mot à dire. Et puis, ils défendent une économie locale, alors que la même monnaie est utilisable en Espagne et dans certaines régions, donc il y a vraiment un problème de sens. Donc là, je pense que la ville reste solidaire avec le Ropi. Et bien sûr, nous, il faut qu'on se protège au niveau du CA, c'est-à-dire que le CA doit être principalement citoyen, et la ville n'interviendrait que pour un tiers maximum là-dedans pour être sûr que le projet garde sa dynamique citoyenne. Ça, c'est fondamental pour nous. Quelle était cette équipe de URS, Monsieur Nice? Non, alors c'est en fait... alors ça, en plus, c'est carrément un peu nul ce qu'ils font.
Donc c'est une personne, un chercheur d'emploi, un chercheur d'emploi donc qui travaille, enfin je ne connais plus son nom, hein, c'est peut-être celui que tu m'as dit, mais je ne pense pas. Donc c'est un gars, un chercheur d'emploi de Mons qui a été embauché, est-ce que c'est pas via la SMART, c'est via un autre mécanisme similaire, qui est donc une espèce de couveuse d'entreprise en fait, qui a été engagé donc, par le RES pour faire la promotion du ROPI. Mais donc en attendant, il n'est pas payé le gars pour faire ce qu'il fait. Il doit montrer que ça marche, et si ça marche, il arrive à implanter le RES, mais il sera seulement payé. Donc voilà, en plus on est dans des démarches absolument pas solidaires. En même temps, nous on est tous des bénévoles, donc on n'est pas payés non plus. Mais bon. Les bénévoles, ils sont au moins... ils sont au courant qu'ils sont des bénévoles. Donc voilà. Donc le partenariat se crée. Le Plaza, le cinéma de Mons, a accepté le ROPI pendant la semaine de la solidarité. Il va certainement continuer pendant la semaine équitable. Et je pense qu'une fois que la com sera prête, il va l'accepter en permanence. Donc là, on va commencer à avoir des débouchés plus institutionnels. Et donc c'est bien pour la suite, je pense. Il y a combien pour l'instant d'acteurs qui acceptent le ROPI? En permanence, il n'y en a pas 10 en fait. C'est ponctuel, en fait. Et même les banques actuellement, elles sont plus en mode couveuse, parce que comme aucune communication n'est faite sur le sujet, parce qu'on n'est pas prêt tout simplement, eh bien ça restagne très vite en fait. Les gens n'utilisent pas. Donc on est en couveuse. Et vous autofinancez? Enfin, c'est les bénévoles qui financent? On a reçu un subside de 7 500 € de la Fondation Rabaudouin. On est aussi subsidié indirectement par le réseau financement alternatif, donc qui nous a, au tout début du projet, donné 2 000 € et qui aujourd'hui est reconnu en éducation permanente. Donc ils ont un budget de fonctionnement de 36 000 € par an pour tous les groupes locaux. Donc ça veut dire que chaque groupe local va grosso modo avoir 1 500 €, sachant que tous les groupes locaux ne sont pas des gros dépensiers, parce qu'ils n'ont pas tous des activités. Donc on peut imaginer que les monnaies complémentaires puissent capter 4 000 € ponctuellement en fonction des projets. Donc, les choses sont financièrement possibles. Donc, le frein, il n'est pas financier. Le frein, il est ressources travail purement bénévole. Il n'est pas, les entreprises sont demandeuses, la ville est demandeuse, tout le monde est demandeur. Donc ça, c'est bien. Les entreprises, c'est quel type d'entreprise? Oui, quand je dis entreprise, c'est des commerçants. Oui, j'avais deux questions. Je me demandais combien il y avait de ROPI en circulation actuellement, et concrètement pour les commerçants qui l'acceptent à la fois à la vente et à l'achat, comment ça se passe pour leur déclaration d'impôt? Est-ce qu'on explique à l'administration nationale? Oui, non, vous comprenez, c'est une monnaie spéciale. Non, en fait, pour cette question-là, c'est très facile. Comme le ROPI est couvert par l'euro, dans la comptabilité, c'est comme si c'était des euros. Donc ça, c'est purement transparent. Le seul souci avec les commerçants, c'est les 10% de rédimage. Donc la reconversion, c'est que pour eux, c'est une perte, en fait. Les 5%, oui. Et donc, c'est une perte. Et donc, ils veulent pouvoir, sur leur déclaration d'impôt, la mettre en charge marketing. Mais c'est tout à fait possible, il y a des cases pour ça, donc ça, ils peuvent le faire. C'est le compte rabais remise ristourne. Comment? C'est le compte rabais remise ristourne. J'ai plus le numéro en tête. Voilà, donc ça, voilà. Et ça, le réseau a fait une compta où il explique quel numéro il faut utiliser. Et alors, pour le nombre de ROPI en circulation, il y en a environ 800, ce qui n'est pas beaucoup. 800 €, et ils sont pas vraiment en circulation, ils sont stagnants. On ne sait pas trop où ils sont là, mais ils sont là. Donc, peut-être avant de commencer la partie questions-réponses, à ton en parler, je ne sais pas si tu avais fini sur ton exposé. Ok, donc, donc deux parties bien équilibrées. D'abord, les idéaux que vous proposez, puis en deuxième partie, les problèmes locaux auxquels on se heurte. Moi, peut-être en conclusion, si tu pouvais nous dire un petit peu concrètement, comment est-ce que vous arrivez à mesurer par rapport aux objectifs, les idéaux que tu as présentés dans la première partie, dans quelle mesure est-ce que vous rencontrez un petit peu ça, lesquels sont les plus mis en avant et motivent le plus les usagers? Pour le moment, je pense que s'il y a un objectif qui est plus ou moins, enfin qui n'est pas atteint, mais
il y a un début de soupçon. Ce serait plus au niveau de la communication et de la mise en cause, qu'est-ce que la monnaie et la récupération de la monnaie comme outil. Ça, je pense que c'est ça. Pour le reste, relocalisation de l'économie, c'est pas avec 10 commerçants normaux qu'on peut faire quoi que ce soit. Donc là, il faudra attendre que ça marche vraiment. Mais c'est voilà, c'est plus de la communication. Ok. On va prendre un peu les questions. Une marine alors, mais je veux juste citer un demi-éléphant dans la pièce, parce que je pense que ça rend service à Fabien. Xavier et moi-même travaillons sur l'Ecoeris, qui est un projet de monnaie complémentaire à Bruxelles qui existe depuis 2 ans, qui est dans 5 communes en pilote. Donc, c'est juste comme ça, enfin, vous savez qu'on a un pied en partie dedans aussi. Voilà. Et sinon, je suis très heureux et tout à fait d'accord avec tout ce que Fabien a partagé. On vit des choses assez similaires à Bruxelles. J'ajouterais les 5% de décote. On parlait des commerçants qui perdent 5% quand ils échangent des profits. Pour vous donner une idée, c'est moins que ce qu'ils offrent quand ils font un 10e sandwich gratuit à des clients fidèles. Donc c'est en soi un mécanisme qui dans d'autres circonstances leur paraît tout à fait normal. Et ça reste un vrai enjeu de la communication, se réapproprier le système monétaire. Et sur le terrain Ecoeris, on se rend compte aussi. Les gens se demandent, quand on fait plein de projets, il y a de l'enthousiasme, mais quand on parle de toucher à la monnaie, les euros, les billets, c'est tout à fait autre chose. Moi, je rajouterais, en fait, c'est plus à titre d'information. C'est vrai qu'on a fait un petit outil, genre diaporama, appelé PowerPoint, pour sensibiliser. Et alors, il y a 2-3 trucs qui marchent bien. Un, c'est d'expliquer effectivement la masse monétaire mondiale à quoi elle sert, et donc de sortir les chiffres qui circulent dans effectivement les différentes monnaies complémentaires, où 95% grosso modo de la masse monétaire mondiale est dans le jeu de la spéculation financière internationale, et uniquement 5% correspond, ou 3-5% correspond à l'économie réelle et l'échange de biens et de services censés répondre à nos besoins. Sachant que déjà dans ces 3-5%, il y en a une grosse partie qui ne répond pas à nos besoins quand on fabrique des bombes atomiques ou autre chose. Donc voilà, donc je trouve que c'est intéressant de donner ces chiffres-là parce qu'effectivement, on se dit, mais c'est vrai que l'argent quelque part elle est captée et c'est pas un petit pourcentage, c'est un énorme pourcentage qui est capté à l'extérieur. Donc ça c'est un premier truc qui frappe un peu les personnes auxquelles on s'adresse. Et puis la deuxième chose, c'est de poser la question de qu'est-ce que c'est que la monnaie, parce qu'on va répondre très souvent sur sa fonction, à quoi elle sert, à échanger, à justement mettre de l'argent de côté. Et ce que c'est réellement, on n'a pas de réponse. Et là c'est intéressant parce qu'en fait, tout de suite on aborde la question dans l'antique, c'est en fait c'est ce que vous voulez bien y croire, quoi. Donc on est dans le domaine de la confiance, qui est le mot fiduciaire, c'est ça, c'est du latin, ça veut dire confiance. Donc voilà, on est dans une croyance quelque part mythique, et donc à partir du moment où on croit dans la monnaie qu'on utilise, pourquoi ne pas croire dans une autre monnaie qui correspond à ce qu'on a vraiment envie, et à ce moment-là on lui donne du sens. Donc le passage par l'interrogation de ce que c'est et dire que c'est effectivement quelque chose dans lequel on a confiance, ça permet de se dire pourquoi ne pas faire confiance à autre chose et dans lequel on met vraiment des valeurs, alors que dans l'euro, on sait que ça peut être n'importe quoi. Et ça, quand vous le communiquez, par des PowerPoint ou aussi sur des dépliants Non, là c'est oralement. Le PowerPoint est juste un petit support pour démarrer, et après c'est beaucoup plus dans un échange oral. Boris. Moi, c'est une question. Je me demandais si vous aviez eu des problèmes, ou en tout cas, ce que vous avez pensé au problème à partir du moment où il y a des billets de falsification. Et comment vous pensez comment est-ce que vous le gérez, ou est-ce que vous avez un œil là-dessus ou pas? Donc sur le billet actuel, on a un système d'hologramme qui est collé. C'est pas infalsifiable évidemment, mais l'effort qu'il faudrait pour le falsifier est trop important par rapport aux enjeux. Donc ça c'est la sécurité qu'on a actuellement. Maintenant on va dire que c'est pas une bonne sécurité parce qu'il y a d'autres monnaies qui se sont cassées la gueule à cause de ça.
Et donc c'est clair que c'est un enjeu important. Et donc on réfléchit actuellement, enfin c'est surtout le réseau de financement alternatif qui réfléchit avec tous les autres groupes, puisque tous les groupes ont le même problème. Donc on délègue ces problèmes-là plus techniques. Et il y a un certain nombre de solutions qui se dégagent. Après, tout est une question de coût. Hein. On peut avoir finalement accès à énormément de choses, mais est-ce qu'on peut se le payer? C'est ça la question. Est-ce que tu veux dire qu'il y a d'autres monnaies qui ont été falsifiées? Il y a une monnaie en Argentine. En Argentine, oui. C'est ça. Elle avait démarré après la crise, enfin au moment de la crise, et donc là ça a bien marché, parce qu'effectivement il n'y avait plus du tout de valeur des eaux, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais il y a eu effectivement des magouilles. Il n'y avait pas d'hologramme en garantie. Il n'y avait pas d'hologramme. Je ne sais pas quelle était Elle avait pris une ampleur nationale, là il y avait un intérêt à la falsifier en quelque sorte. Encore une question? Vas-y, vas-y. Est-ce qu'il y a un cadre légal strict par rapport aux monnaies complémentaires? En fait, oui. Enfin non, il n'y a pas de débat, mais il y a en tout cas certains guides qu'on peut utiliser qui sont dans ce bouquin-là. Le gros souci qu'on a, c'est en fait avec le rééchange de la monnaie, puisque c'est un peu considéré du coup comme une épargne. Et donc si on rééchange la monnaie, on ne peut le faire que si le cercle des utilisateurs est limité, bien identifié. Mais ça c'est flou par exemple. Comment est-ce qu'on identifie, qu'on limite? Ça c'est hyper flou. Et donc là on peut jouer. En tout cas dans les statuts par exemple, il faut bien spécifier qu'on vise une région particulière, un cercle de commerçants qui par exemple sont affiliés à la SBL. Même si en pratique la monnaie elle peut quand même circuler, même si le commerçant n'est pas affilié, et ça on ne sait pas l'éviter. Mais donc voilà, il faut quand même faire attention. La monnaie électronique pose des problèmes en particulier, donc là c'est très réglementé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Même si aujourd'hui des solutions techniques existent, hein, et donc le réseau a mis en place, il y a des systèmes de style CICOS qui permettent d'avoir des comptes en banque électronique, mais on peut avoir des systèmes de cartes à puce qui sont finalement pas. On en a fait, donc il y a une société liégeoise, j'ai vu comment elle s'appelait, qui nous en a fait gratuitement en démonstration. Ils sont en train de développer un petit terminal. Mais le souci, c'est que ça ne marchera jamais parce que les commerçants ne veulent pas un terminal de plus sur leur truc. Donc ça, on peut payer par GSM, mais c'est des solutions qui existent qui ne sont pas très coûteuses. Donc tout ça, ça peut être réutilisé par les groupes, c'est pas un souci. J'ai une question, mais C'était une toute petite question, juste liée à me demander s'il y avait des risques de, peut-être pas à votre niveau, mais en général pour une monnaie locale, de thésaurisation, malgré le fait que la monnaie, en tout cas pour celui-ci, comme il n'y a pas de dévalorisation à la longue, il y a des risques que quelqu'un rachète tout et qu'il bloque le processus, j'imagine. Pour le moment, notre monnaie est un peu thésaurisée, parce qu'on sait qu'il y a 800 € et on sait bien qu'il ne circule pas, parce qu'on va... Voilà, mais on sait aussi pourquoi ça ne circule pas, c'est parce qu'il n'y a pas de boucle qui est créée encore. Donc elle ne pourrait pas circuler, les commerçants ils sont en bout de course. Mais apparemment il y a aussi des gens qui le gardent, tout simplement parce que c'est des petits montants en fait, et que sans doute qu'ils ont oublié que ça se trouvait là. Maintenant à terme, est-ce qu'il y a un risque de thésaurisation, en supposant que toute la machine soit mise en œuvre pour que l'argent puisse circuler, pour qu'il y ait une économie suffisamment large? Effectivement, comme il n'y a pas de démurage, on peut supposer que le problème puisse exister. Voilà, le tester. Tout à l'heure, tu disais que les commerçants sont demandeurs, donc c'est quand même intéressant, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait que ça freine si effectivement il y a des commerçants qui sont demandeurs? C'est purement au niveau de nous, en fait, de l'effort qu'on doit mettre pour finaliser le dépliant que vous avez en main, pour finaliser le nouveau billet, pour mettre le contenu du site internet en ligne. C'est vraiment c'est ça le souci. J'entendais que tu parlais de l'intérêt de Mons pour, d'une certaine manière, cette relocalisation ou ce protectionnisme de leur économie. Je veux savoir si le modèle des chèques commerce, qui a eu l'IMI, autre chose et autres, a été envisagé, évoqué, réfléchi. Et alors, juste pour un mode d'explication, le chèque commerce, c'est en gros la commune qui décide, quand elle donne de l'argent, il y avait des primes de naissance, des choses sur le mariage, de ne plus le donner en euros, mais de le donner en un chèque qui ne peut être dépensé que dans les commerces de la commune. Donc c'est l'idée de dire, on continue à vous donner du pouvoir d'achat, mais c'est un peu le protectionnisme, hein, ou éviter le sous-versé, on vous impose de le dépenser en local.
Et le ROPI pourrait servir de chef commerce pour la commune de Mons. Au départ, donc, les conseillers de la ville de Mons, Damien Hubert, avaient été voir, s'étaient renseignés sur cette initiative de Bioni et compagnie. Et puis finalement, bon, ça n'a pas donné de suite. Aujourd'hui, Damien, il n'y est plus vraiment, il y est encore, mais il essaye de partir. Et on n'a pas rediscuté de cette possibilité-là avec la ville. Mais c'est clair qu'on va aussi aller vers ça, quoi, parce que c'est une façon d'injecter l'argent de façon très intéressante, sans avoir à l'acheter, enfin sans que le citoyen ait à l'acheter. Une question aussi qui me vient maintenant, enfin bon, je veux dire, je réfléchis sur le fait est-ce que le citoyen n'a jamais eu, disons, contrôle sur la monnaie dans l'histoire. Donc mon bâti peut-être à mythe, peut-être que ça n'est pas un peu le cas au Moyen-Âge, où il y avait certaines monnaies locales, mais bon, il me semble que ça devait être très limité. Cela dit, pour la question du contrôle, enfin bon, je ne sais plus maintenant la question. Je me disais, oui, ça va me revenir chez moi. Bon. Sur des exemples historiques, moi j'en sais rien, effectivement, si peut-être que toi tu sais, si historiquement il y a des exemples de monnaies où les citoyens contrôlent. Je pense peut-être à Bali, où il y a des monnaies complémentaires ou des gestions très démocratiques. Ça doit exister, mais pas en Occident en tout cas. J'ai en tête, en tout cas, que la mouvance a été de, comme tu dis, privatiser. À un moment, l'État pouvait frapper monnaie. On a eu des grands problèmes en Afrique et autres, et je ne sais pas trop comment, certains me disent que ça s'est passé dans des mois de janvier où il y avait peu de politiciens présents dans les Sénats et autres. Mais à un moment, on s'est retrouvé à confier la possibilité de frapper la monnaie à un organisme privé, la Banque nationale. Enfin, et tout ça sont des organismes qui appartiennent à des capitaux, enfin, il y a une opacité qui est assez surprenante, et on prétendrait qu'on peut faire plus confiance à du privé que du public, parce que le public a dérapé. Je saurais retrouver ma question proprement dit. Si jamais maintenant l'euro s'écroulait complètement, s'il y avait un problème grave avec l'euro, est-ce que vous maintiendrez la parité ou essaierez de... On avait posé la même question à Bernard Litter ou à Margaret Kennedy, je ne sais plus, et sa réponse avait de dire rien n'empêche pendant la nuit, même pendant la journée d'ailleurs, de supprimer cette parité effectivement, et de vivre sa vie et d'émettre la monnaie alors vraiment de façon fiable, sans couverture avec l'euro, mais simplement par cette croyance, cette capacité de dire on se fait confiance, cette monnaie a une valeur parce qu'il y a des ressources dans la région. Voilà. Il faut dire qu'au niveau historique, il y a une complète, je voudrais dire, garantie. La garantie au départ existait pour toutes les monnaies de garantie en étalon or, c'est-à-dire que bon, le billet est en quelque sorte une garantie d'avoir une monnaie sonnante et trébuchante. Bon, c'était comme ça le principe, et tout qui demandait pouvait l'avoir. C'est pour ça que De Gaulle d'ailleurs a un peu, disons, on se pétait quand les États-Unis eux-mêmes, et à un moment donné c'était seulement le dollar qui était étalon et qui lui-même garantissait, donc il n'y avait plus qu'une référence par rapport au dollar. Et puis à un moment donné, pour avoir plus de sous pour la guerre du Vietnam, cela même a été déconnecté. Donc les monnaies sont devenues tout à fait fictives. De toute manière, moi j'ai toujours trouvé qu'une monnaie liée à un métal précieux est complètement fictif. Enfin, je veux dire, ça dépend quoi, des ressources qu'il y a dans le sol, puis si on n'a pas assez, la parité change avec l'or ou avec l'argent. Finalement, l'argent ça se mange pas, ça ne sert pas à grand chose. Au final, on ne sait même pas faire des casseroles avec ça. Ça veut dire, pour moi, c'est encore plus fictif de lier ça à un métal, ça n'a vraiment aucune valeur. Autant lier à un morceau de bois ou à quelque chose, c'est déjà plus intéressant. Alors moi j'avais deux questions par rapport au cadre légal, ou en tout cas ce qu'il en est. Est-ce que ce sont les politiciens qui ont agi en fonction, en réponse à vos activités, ou est-ce que c'était déjà là auparavant que vous avez dû faire avec? Parce que je trouve que ce serait pas mal justement que au niveau législatif ça bouge, ça vous fait aussi un peu de pub. Et ma deuxième question c'était par rapport au timbre. Je sais que c'est pas le cas du ROPI, mais vous parliez du Valet Puant, on essayait justement de s'en
de s'en acquitter, de s'en décharger, eh ben, est-ce que ça ne pousserait pas... Donc je me dis génial parce que ça évite le capitalisme, mais d'un autre côté, est-ce que ça ne pousserait pas justement à la consommation Je sais pas si oui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas faux, a priori, c'est une remarque qu'on a déjà eue. Maintenant, voilà, si après on arrive à sélectionner, ça c'est un certain type d'entreprise qui produit finalement des biens de nécessité, et pas des produits de luxe ou quoi que ce soit, alors on peut imaginer que la surconsommation n'y aura pas. Mais bon, oui, on peut imaginer que ça puisse avoir un effet comme ça, c'est pas exclu. Ouais. Et sur l'autre question de la législation n'a pas changé ces dernières années parce qu'il y a des monnaies complémentaires qui sont nées en Belgique, donc ça pas du tout. Par contre, avec le réseau financement alternatif, donc on se réunit assez régulièrement en sous-groupe sur les monnaies. Et il y a un groupe qui s'est créé, bon pas moi parce que j'ai pas le temps, mais là l'idée c'est d'interpeller le politique sur les problèmes qu'il y a ou le flou qu'il y a actuellement et comment faire en sorte que ce ne soit plus flou, que ce soit avantageux en tout cas pour les monnaies alternatives. Il y a clairement un enjeu de marge et de cadre. On est dans les périphéries et les interprétations, on essaie de les rendre les plus favorables à nous, mais en même temps, il y a des intérêts qui parfois aussi interprètent dans le sens inverse. Et donc, oui, il y a besoin de clarification. Mais le politique ne ressent pas encore la pression. Est-ce que vous êtes en lien avec le Valeureux qui va se lancer la semaine prochaine? Non, c'est déjà fait. 14 septembre. C'était le 5. Ottigny ou Valaneuve lance une monnaie. Non, le Valeureux Valeureux sur Liège. Liège. Je vais faire le mélange. Je pense que c'était la semaine C'était C'était le 5, parce que le V de Valeureux, c'était le 5. La date était très importante pour il y avait un truc que j'ai oublié, c'était quoi? Voilà, le 5, c'était le V. Le Valeureux, il est là. Donc qu'est-ce qui se lance? Il y a le Valeureux, il y a aussi le Talent à... Le Talent à c'est un peu stagnant, parce que j'ai eu des gens du CN là, qui sont venus la semaine passée, et apparemment il n'y a pas eu de réponse à leur demande de les interviewer. Et Guétis aussi. Ça c'est Grédoisseau. Grédoisseau, ils sont aussi en train de faire une monnaie. Je ne pense pas qu'il y a déjà un peu. On voit le lien, excellent photo, Valeureux, on l'a dit. À Hatt, ils sont aussi en train d'y réfléchir, avec le Hatt en transition notamment. Tiens, ça me fait penser à quelque chose que Grédoisseau en transition est vraiment très actif. Oui. Et je me demande, est-ce qu'il ne vous manque pas un réseau de ce type-là à Mons qui soit très fort? Oui. Justement. Alors, Mons en transition, on a commencé ça il y a 2 ans. Enfin, c'est-à-dire quelqu'un a lancé l'initiative il y a 2 ans, il y a eu du monde. Et puis, une personne s'est chargée d'organiser des réunions. On était très contents parce que personne ne voulait le faire, tout ça est embêtant. Et finalement, cette personne est tombée en burn-out. Elle n'a plus, pour d'autres raisons, pas pour ça, mais elle n'a plus à convoquer les réunions. Et le groupe s'est un peu dissipé, voilà. Et puis, pas plus tard que la semaine passée, une autre personne du groupe Mons Équitable a relancé l'initiative. Là, on s'est dit qu'on allait mieux s'organiser au niveau de la rotation pour éviter qu'on se perde du vue. Mais ce qui se passe à Mons, c'est qu'il y a plein d'initiatives, que ce soit les monnaies, les groupes d'achat communs, il y a plein de trucs qui existent, qui sont finalement des initiatives de transition, mais qui ne sont pas fédérées autour de quelque chose. Et là, on essaie simplement de les articuler. On prend la transition à l'inverse du modèle anglais où on parle d'un CAP, et puis le CAP va créer des projets. À Mons, les projets existent déjà, et puis on va essayer de prendre une espèce de label Mons en transition. Ça peut aider. J'ai une question. Comment est-ce que vous pouvez vérifier la... Enfin, qu'est-ce que vous avez... Vérifier quoi? Comment est-ce que vous contrôlez le fait que ça circule, quoi? Vous avez un truc, vous allez voir chaque commerçant au moment où vous avez des trucs passer. Pour le moment, c'est facile parce qu'effectivement, on va voir quelques commerçants, on leur demande s'ils veulent passer quelque chose. Et puis on réfléchit à un système, ça ils l'ont fait c'est Toulouse, bref, eux ils ont un système de barcode sur les billets et ils ont des équipes de volontaires assidus qui vont régulièrement dans les commerces scanner les billets. Donc ils savent presque suivre le billet, s'ils vont scanner suffisamment souvent, ils savent presque suivre le billet. Bon, c'est génial, hein? Ce qui marche. On réfléchit à faire la même chose, au moins de prévoir le barcode, après prévoir les bénévoles pour faire le scan sans déplacement.
Et Ecoeris 2012-2013, le barcode était sur les billets. On n'a jamais scanné en un an et en 2014 on a enlevé le barcode. Mais parce qu'il n'y a pas de bénévoles qui l'enjeu sur Ecoeris est un peu différent. Certains lui reprochent, c'est une monnaie qui vient en partie du haut. C'est un projet à la base du cabinet Eutebroek qui a été soutenu par l'administration, c'est l'environnement. Et donc Ecoeris se repose moins sur les bénévoles ou va reposer de plus en plus parce qu'on voudrait plus citoyens et donc plus sur base de ce qui est vivant, mais pour l'instant il est venu plutôt du haut avec un système assez similaire et avec des nuances aussi. À la base, un incitant au changement de comportement. Et je ne voudrais pas prendre en otage l'audience sur Ecoeris. Non, c'est bien ça. On avait prévu à l'origine d'avoir d'ailleurs plusieurs intervenants, il y en a qui se sont désistés, donc c'est très bien si on peut aussi avoir. Je peux essayer en 5 minutes de présenter alors si vous voulez. Oui, je veux juste une dernière question, très court. C'est juste parce qu'on voit bien l'intérêt pour les commerçants d'avoir un intérêt au niveau de l'économie locale et un certain blockchain puisque ça leur sert. Maintenant, en dehors de l'aspect éthique et un peu philosophique de la monnaie, est-ce qu'il y a un intérêt particulier pour le citoyen de convertir ses euros en... Nous, on communique surtout sur les valeurs, effectivement, c'est plus au niveau des valeurs. Pour le citoyen qui va démarrer l'opération de conversion, c'est quelqu'un qui est convaincu. Ça c'est clair, il faut qu'il le fasse pour les valeurs. Après, une fois que ça tombe dans les mains du commerçant, le commerçant, lui, peut avoir un léger intérêt marketing, c'est-à-dire qu'il appartient à un réseau, on va en faire sa publicité. Donc là, à ce niveau-là, lui, et puis bon, à Mons, ils sont demandeurs, pourquoi? Parce qu'il y a une politique un peu bizarre. D'un côté, ils favorisent tous ces centres commerciaux à l'extérieur de Mons. Le centre-ville est en train de mourir. En même temps, maintenant, la ville est en train de penser à des projets pour ramener les gens au centre-ville, alors qu'il y a plein de centres commerciaux autour, donc on se demande comment ils peuvent être aux deux endroits en même temps. Donc c'est complètement schizophrène comme attitude, mais bref. Donc voilà, pour le commerçant, c'est intéressant parce qu'il voit l'effet de réseau, l'effet de publicité, ça c'est son intérêt. Le citoyen qui doit injecter, ça c'est uniquement sur base des valeurs, ça c'est sûr. Du coup, je vais Oui, si tu peux prendre 5 minutes, si ça te dérange pas. Maintenant, on a un module achat qui permet d'avoir de l'écoïris comme le copie, à savoir effectivement un citoyen vient donner des euros, il reçoit des écoïris. On avait la possibilité en plus de donner un léger gain de pouvoir d'achat, donc pour 10 euros on reçoit 105 écoïris, c'est-à-dire 5% en plus, parce que on avait choisi de faire un taux de conversion 1 euro, 10 écoïris. Il y a différentes raisons à ce choix et elles sont de nouveau en balance parce que ça crée des contraintes, des conversions. Mais un peu comme le sel, il y avait cette idée qu'on ne puisse pas passer d'une unité à l'autre si facilement. Le sel passe en heures. On ne sait pas comparer une certaine quantité d'heures à un certain nombre d'euros. Ici, avec les coïris, Bernard Littard disait ne faites pas 1-1 au début. Certains disent aussi, et c'est vrai que la raison première pour laquelle l'écoïris a été créé, ça se voulait un incitant au changement, c'est-à-dire que pour toute une liste de gestes jugés souhaitables par Bruxelles Environnement et puis petit à petit par les comités locaux, les gens reçoivent des écoïris. Et donc vous avez un abonnement en transport en commun, vous recevez 20-25 écoïris, vous compostez chez vous, vous recevez, alors à la base c'est des gestes très environnement et donc durable mais écologique. Et puis ils sont rajoutés, vous faites du bénévolat dans une école de devoirs, vous organisez une fête de quartier, enfin plus de la cohésion sociale. Et donc ça c'est le premier objectif de l'écoïris, c'était d'inciter toute une série de changements des gestes. Il y en a à l'heure actuelle 200, 300 peut-être sur le site. J'ai imprimé une liste. On peut gagner des écoïris de plein de manières, mais c'est en général des petits montants. Et donc je pense que l'administration s'était dit aussi, si on fait x10, on vous dit vous allez recevoir 20 écoïris, ça ne représente que 2 euros, mais ça fait quand même 20. et donc voilà, mais donc d'un côté, cet incitant au changement, un peu une carotte, avec la question de est-ce que ce sera durable ou pas, est-ce qu'on peut se permettre, comme avec les panneaux photovoltaïques, de donner
30 éco-iris à tous les gens qui achèteraient une compostière, ou qui construiraient une compostière. Et de l'autre côté, le module achat, avec cette idée de recapturer des euros. Donc chez nous, et je pense que ça doit être assez similaire chez vous, tous les euros qui sont transformés en éco-iris partent vers l'économie solidaire, durable. Donc on a un compte Triodos et un compte Crédal, enfin un départ chez Crédal. Et alors qu'est-ce qui me vient encore? Une fois que le citoyen, donc en général convaincu, soit par des comportements qu'il a fait valoriser, soit par l'achat, à des éco-iris, il peut aller dans des commerces. Donc on est dans 5 communes, Forêt, Scarbeck, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles et Waterval-Beaufort. Et il peut aller au total dans une petite centaine de commerces. Et donc, techniquement parlant, on ne peut interdire aucun commerce d'accepter les éco-iris, mais pour l'instant, les gens sur le terrain font du démarchage vers les indépendants et les petites entreprises. Et donc, on n'a jamais approché un Deleuze ou même un Exquis. On va plutôt privilégier d'abord tous les commerces durables, qui sont des commerces engagés, qui sont des commerces qui parfois risquent un peu de s'essouffler, mais qui en général adhèrent, prennent un projet en plus. Et à Scarbeck, par exemple, on a deux Place2 qui a un commerce irréprochable au niveau de la manière de fonctionner, qui a pris ça en plus et qui se retrouve à passer pas mal de temps dessus. Et on se demande comment il va le tenir sans le burn-out, qui guette beaucoup de personnes engagées. Et puis on a des commerces plus classiques, mais qui ont la particularité d'être, à nos yeux, des commerces qui restent petites entreprises, moyennes entreprises. Donc il y a cette idée de relocaliser. Et alors le commerçant se retrouve un petit peu, j'aime l'image du Valais-Puan, mais il n'est pas du tout vendeuse pour le commerce. Le commerçant se retrouve avec des éco-iris, et puis là où avant il achetait sa charcuterie ou une grande surface ou que sais-je, on a beaucoup de petits commerces, j'allais dire Night Shop ou Paki, qui ont pris en charge et puis qu'à un moment on se disait mais moi je voulais aller chez Paul Reut et ça je peux pas avec des éco-iris. Donc ce commerçant il se retrouve à devoir changer de fournisseur. Et alors on a une liste de fournisseurs, on a une liste de 25 fournisseurs, l'Empiriste est monté à bord du projet, on a des livreurs dioxyde de gambette par exemple, pour faciliter aussi le fait que le commerce puisse acheter chez un autre commerce, ou le fait que donc dioxyde de gambette font de la livraison à vélo entre tous les commerces avec l'Empiriste. Mais ça reste un vrai défi la circularité parce que ici, avec un éco-iris cadeau dans la cité au changement, les citoyens les avaient assez facilement. On n'a pas dû au début les convaincre de donner des euros. Et alors les commerçants, par contre, ils se retrouvaient avec tous ces éco-iris, puis ils disaient mais je veux changer mon comportement de consommateur commerçant, quoi. Et là, au niveau des fournisseurs, par contre, j'évoquais les paquis, on a fait des petits indépendants au niveau des commerces, on a des coiffeurs, on a même une agence de voyage d'écotourisme. Mais au niveau des fournisseurs pour les commerces, puisque les fournisseurs, en général, n'acceptent pas les éco-iris. C'est nous qui faisons un peu une forme de transfert. Donc l'Empiriste ou des grandes entreprises qui servent de fournisseurs, eux sont tous passés sur une grille de critères durables. Electrabel ne sera pas fournisseur chez nous. Et voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? Vous arrivez à vérifier ces critères? Donc c'est nous qui acceptons... En fait, une convention commerçant, c'est le fait qu'on s'engage à rembourser les éco-iris. Donc un commerce qui ne serait pas durable, mais qui rentre, enfin qui en accepte, mais il s'expose juste au fait qu'il sera obligé de les utiliser lui-même, sans que, un peu ce qu'ils expliquaient au talent aussi. Le talent à Louvain-la-Neuve-Otigny, il dit si un jour des gens de Crédoisseau ou de Jean Blou acceptent des talents, on ne peut rien faire pour l'empêcher, tu veux dire, la monnaie. Tout qui est intéressé peut la prendre, on ne peut pas être derrière. Mais par contre, nous, on ne rembourse que ceux avec qui on a des conventions, donc les commerces ont choisi là-dessus, et de même avec les fournisseurs, on accepte de signer ou pas avec des gens qui nous paraissent recommandables. Et où est-ce qu'on se fournit il y a des permanences dans les communes, il y a un tableau qui est jugé par certains complexes, mais qui reprend toutes les permanences dans les 5 communes. Les différents lieux, et tout ça est aussi sur le site écoiris.be. Il est largement dépassé les 5 minutes. Mais sur les fournisseurs, c'est vrai que moi je trouve que c'est une solution qui n'est pas du tout satisfaisante. En fait, c'est pas un circuit, c'est-à-dire qu'on a juste allongé un petit peu l'impasse, et voilà. Donc, quand on voit, alors je ne sais pas si le King Goer est
fait ce qu'il met sur son site, mais c'est vrai que là, il met une magnifique boucle. Et donc là, on se retrouve très loin, effectivement, de cet objectif-là. Et qui est très compliqué, parce qu'effectivement, on avait discuté, nous, avec un opticien, et il me disait, je trouve plus, je peux plus acheter mes montures, il n'y a quasiment plus de fabricants belges de montures, donc je suis obligé de me fournir un pétauchement. Et donc ça signifie, mais c'est en ça que c'est intéressant d'en parler du microcrédit, de se dire que le crédit, il peut aussi aider à relocaliser une partie de cette économie qui est partie un peu loin. Donc, mais c'est vrai que ça prendra, voilà, ça va prendre du temps. C'est là-dedans qu'on aura envie, nous, d'y arriver. C'est déjà un petit peu plus facile avec l'agriculture de proximité, puisqu'on peut avoir effectivement des producteurs bio qui ne soient pas trop loin de Bruxelles. Mais bon, après, les producteurs bio, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font de cette monnaie complémentaire. Donc si c'est des graines, ça peut être des graines de enfin, voilà, on peut commencer à les arriver petit à petit. L'idéal, ce serait de pouvoir payer une partie du salaire, mais c'est illégal, ou sous forme de chèque cadeau. Mais le salaire, oui, mais les extra salaires, c'est possible. Ouais. Et puis ça aussi, ça peut changer, parce que visiblement en France, en tout cas, les OUSCO, ils payent une partie des gens en monnaie complémentaire à Bayonne. On va bien les écocher. Donc, oui, je pense que c'est. Voilà, là, c'est on n'est pas toujours obligé de respecter la loi. Voilà. Je pense qu'à Bristol, hein, le maire, il accepte de payer totalement Bristol Pound. Mais la difficulté, c'est toujours quand il faut payer un loyer ou des choses comme ça, c'est quelqu'un qui habite ailleurs que la ville, ou rembourser un emprunt en même temps. J'ai une question. C'est une question. Il y avait Louis, c'est une question, je crois. Oui, mais en fait, vous avez répondu partiellement à ma question, et avec cette histoire de voilà, les commerçants, par exemple, pourraient financer du microcrédit. Et je me disais que si les communes soutiennent ces monnaies locales, est-ce que légalement, ce ne serait pas possible d'imaginer pour les entreprises qui sont en bout de chaîne de monnaie, c'est-à-dire en fait les tout premiers fournisseurs, de payer les impôts locaux en monnaie locale, par exemple? On a fait la demande. À Forêt, on a la chance que la personne qui accepte une partie de certaines taxes fait partie du système. Et en fait, ce qu'elle dit aux gens, c'est oui, vous pouvez payer en écoïris. Les écoïris arrivent jusqu'à la commune. Puis là, la personne les met dans une caisse et elle demande à la coordination de ressortir des euros. Et donc on paye la commune en euros, mais pour les commerçants, la boucle a l'air presque fermée. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que du coup, il faut arriver à faire que la commune dépense des écoïris aussi. Parce que alors, s'ils commencent à dépenser des écoïris, du coup, ils n'auront pas de souci à les accepter. Mais c'est toujours tout un travail de construction de cycle, de boucle, avec des gens plus ou moins motivés, plus ou moins enthousiastes. Comme tu dis, parfois il y a quelqu'un qui est très porteur et puis il n'est plus là, ou son supérieur ne veut pas. Avec Bruxelles Environnement, on est en train de parler des primes énergie et voir dans quelle mesure toute une série de primes régionales pourraient être payées en écoïris. Mais ça reste un souci parce que c'est une monnaie papier, enfin ça c'est aussi. Il l'explique assez bien dans le guide du réseau financier alternatif. Quand vous choisissez quelle monnaie complémentaire vous voulez mettre en place, il y a plein de questions papier, numérique, et il y a des avantages et des inconvénients à chacune des décisions. Parler d'un repli électronique, peut-être un jour, du GSM. Oui, c'est en gestation. Ça, c'est sûr que moi je trouve que c'est un frein, en tout cas pour un commerçant qui va payer son fournisseur, je ne sais pas quoi, c'est sûr qu'il. Sauf s'il a envie de payer au noir, évidemment, mais sinon. Tout à l'heure, tu posais la question des monnaies qui existent. Il y a le Minuto aussi, ou la Minuto, qui est une monnaie basée sur le temps, et eux ils utilisent un système de paiement par GSM. Et ça ne coûte pas du tout cher à implémenter, c'est assez simple. À propos de monnaie, j'ai plus beaucoup de nouvelles à ça. Il y a le sol en France. Oui, c'est important, non? Oui, tout à fait. Et qui a une très très grosse structure, qui essaie de répandre le modèle
à gauche, à droite, avec des variantes, effectivement. Donc on a rencontré des gens du sol avec le groupe Atwa. C'est intéressant aussi, mais on n'en entend pas beaucoup parler, pour des raisons un peu bizarres. Peut-être parce que ça vient du dessus, justement, et que ce n'est pas vraiment l'initiative citoyenne. Donc, je ne sais pas en quoi ça coince. D'ailleurs, je trouve que le problème de l'éco-riche, que ce soit, si je le sens pas vraiment résilient, bon d'ailleurs à excellente transition, ils n'ont pas voulu soutenir le système à cause de ça, ce que je comprends pas parfaitement. Donc en plus, c'est leur but à eux. Bon, je me dis par exemple, c'est des trucs de Daniel biblique, je montre que ça a à voir avec le changement, alors que par exemple, s'il s'agirait de soutenir la culture du houblon à Bruxelles, parce qu'on doit fournir en houblon en Cologne, enfin en Pologne, plutôt pour nos bières, je trouve que ça, ce serait quelque chose d'intéressant. Oui, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Mais enfin, je pense que comme n'importe quelle monnaie, on est dans un processus expérimental. Donc voilà, ça se cherche. Il faut effectivement trouver une base sociale et de manière à ce que ce soit porté par les citoyens, mais il faut aussi trouver des alliances avec des communes, il faut mettre dans le coup des acteurs économiques, enfin bref, il y a tout à faire. Donc c'est sûr que... Et tout le travail qui est fait, notamment par vous, avec, je crois que ça va aider pas mal les autres. Faut du déménage, je sais pas. Ouais. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez été est-ce que les écoles sont revenues vers vous après ou pas finalement? On a la FUCAM qui est intéressée. Là, c'est donc à voir comment on peut mettre un projet en place. L'école du futur aussi, un peu, s'est intéressée. C'est à nous de bouger, vraiment. Il y a des demandes. Parce que là, je me demandais quel dérive ça pouvait avoir sur le fait que les gens qui utilisent ces monnaies sont un public ciblé. Je sais pas si... est-ce que une personne qui a plein de moyens, par exemple, serait intéressée par un système où c'est de la rémunération, tu fais un avantage, je sais pas, un système scolaire, j'ai l'impression que ça pourrait devenir une sorte de rattrapage pour des enfants qui viendraient de familles défavorisées, ou je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est négatif. Dans le système scolaire, je ne sais pas comment on peut utiliser la monnaie, effectivement. Est-ce que c'est comme le système du salaire? Certaines écoles voudront ce genre de système, mais il y a peut-être d'autres moyens de l'utiliser. Et ça, je pense que c'est la créativité de chaque école qui va déterminer le projet. Mais on ne se prononce pas pour eux. Mais en tout cas, si on connaît des gens à Mons, vers les riches, vers vous. Ah oui, est-ce que vous avez besoin de plus? Oui, c'est clair. Ça va, Alexandre Bertrand. Je connais un peu. Un collègue à moi qui est déjà dans le projet. Et qui est dans le conseil d'administration du European. Ok, s'il n'y a plus de questions. En tout cas, le message de la soirée est clair. On a besoin d'énergie, de ressources, de ressources, de temps, de bonne volonté. Voilà. Merci bien et merci beaucoup.